Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, la grande visite. J'ai l'immense plaisir d'être avec Mathieu Boulay. Mathieu, bienvenue sur le show. Mathieu, t'es posturologue, fondateur de l'Institut IP. T'es aussi un des invités les plus demandés sur le Momentum Show depuis le début. T'as eu 3 demandes différentes. Vous l'avez demandé. Ici, il est. Mathieu, bienvenue sur le Momentum Show. Alex, c'est vraiment super cool. Merci d'être venu te déplacer jusqu'au H2. Puis merci d'avoir apporté le café. Le café? On a un café strong. Alors là, il est supposé être quand même assez fort. J'ai monté des attentes. Je me suis dit, il va être bon. J'ai bien hâte d'écouter ça. Mathieu, t'es posturologue. Qu'est-ce que ça mange un posturologue? C'est quoi un posturologue? Un posturologue, c'est intéressé par le fait moteur, à savoir qu'on a tous à tenir debout à peu près 15 à 16 heures par jour. C'est un bon début. Vous avez tous à tenir debout, les gars. Puis tu le dis vraiment bien, en fait, Alex, c'est vraiment un bon début. Puis à partir du moment où les gens ont de la difficulté à assumer cet acte moteur-là, eh ben en fait, c'est que tous les autres mouvements qu'ils vont faire dans leur journée en dépendent et en découlent. Ce qui fait qu'un posturologue s'intéresse à ce qui s'appelle un système d'équilibre, le système statique. Puis, tu sais, statique, ça veut pas dire que ça bouge pas du tout. On oscille en permanence sur 4 degrés. Donc, il y a toujours un petit peu de mouvement. On oscille en permanence sur 4 degrés? Ouais. Alors, la stabilité n'existe pas. Il y a un paquet d'affaires. Il y a des mots dans le dictionnaire qui devraient pas exister parce qu'en fait, c'est que ça représente des choses qui n'existent pas. Mais j'avais des belles métaphores de yoga, moi, de plugger, comme faut être stable, faut être... Du début à la fin du podcast. C'était déjà planifié dans ma tête. Il était prêt, man, il l'attendait, là. La stabilité, finalement, n'existe pas. On oscille sur 4 degrés, et ça, c'est quand ça fonctionne bien. Alors, 4 degrés, sinon, des gens qui ont des troubles de l'équilibre, ça va être plus. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on est toujours un peu en mouvement, il y a quand même le fait que si on demande à quelqu'un de regarder droit devant, puis de tenir sur 2 pieds et de, pas bouger, il y a quand même qu'on peut avoir l'appréciation de quoi a l'air le tonus musculaire. Est-ce qu'il y a plus de tonus à droite? Est-ce qu'il y en a plus à gauche? Et le reflet de ce tonus-là, en fait, ce sont ce qu'on appelle des asymétries morphostatiques. Alors, ça mange quoi l'hiver? Il y a une épaule qui peut être plus basse que l'autre, il y a un bassin qui va être enroulé, et toutes ces adaptations-là sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais elles forcent le corps à compenser. Et donc, c'est pas tout le monde qui ont des compensations posturales qui ont des douleurs, mais tout le monde qui ont des douleurs ont des compensations posturales. Ok, c'est cool, ouais. Fait que je trouve ça, parce que tu peux avoir des déséquilibres qui ne sont pas nécessairement symptomatiques. Exact. Tu vas avoir beaucoup de monde symptomatique que là, les déséquilibres sont problématiques, dans le fond. Oui, parce qu'au final, en fait, quand on regarde ça d'un point de vue en pourcentage, c'est à peu près 80% de la population, 80-90, où quand on regarde cette personne-là, par exemple, on peut déceler un déséquilibre postural, ce qui fait dire à beaucoup de gens que c'est normal, et c'est là où souvent je raligne le tir, c'est commun. Mais il y a une grosse différence entre ce qui est normal et ce qui est commun. C'est bon ça, ouais. Parce qu'à partir du moment où on s'entend pour dire que tous les systèmes physiologiques travaillent pour être efficaces en même temps qu'ils dépensent le moins d'énergie possible, ça serait quand même spécial de penser que le système d'équilibre ou le système postural, lui, ça marche pas, cette règle-là. C'est normal d'avoir un déséquilibre. L'homéostasie, ça s'applique à tout, sauf à ça. Sauf à ça. Yeah, right. C'est à quel point je pense que même la plupart des professionnels, en fait, qui travaillent sur le fait physique, ont été un petit peu bernés parce que, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils ont tellement vu de gens qui sont déséquilibrés que même si peut-être en début de carrière, ils se sont dit ça serait quand même pas pire de ramener ça un peu en équilibre, avec le temps, de par le fait qu'ils ont peut-être pas les outils, ils ont entre autres pas appris la posturologie qui est, à mon savoir, la seule méthodologie qui existe, qui a cette visée-là déjà d'équilibrer le tonus. Puis ben, le reflet de ça, c'est des gens qui sont alignés. Donc une fois que tu es aligné, c'est quoi? C'est que tu as moins de contraintes sur les tissus. Tu as moins de contraintes au niveau articulaire, tu as plus de stabilité, même si la stabilité absolue n'existe pas. Donc finalement, ce qui arrive, c'est que tu es plus efficace ça pour faire quoi que ce sur soit. laquelle construire un peu. Exact. Ok, c'est vraiment cool. Puis toi, qu'est-ce qui t'intéressait précisément avec ça? Pourquoi la posturologie? Ah ben c'était pour régler mes propres problèmes. C'est-à-dire que moi, tu comprends, à 25 ans, ben oui, parce que finalement, ce qui est arrivé, c'est que moi, à 25 ans, j'avais beaucoup d'entraînement, mais j'avais tellement de douleurs, j'étais tellement pogné de partout que même si je voulais faire, tu comprends, des soulevés de terre, tout venait qu'à casser d'un bord ou de l'autre. Donc, j'ai voulu m'aider moi-même à travers tout ça. Donc, je suis devenu ostéopathe, j'ai appris un paquet de techniques de thérapie manuelle. À 25 ans? Non, mais tu sais, je dirais à partir de 25 ans, j'ai commencé à me former pour dire, bon, ben,
sais, qu'est-ce qui existe? J'étais entraîneur à l'époque, j'avais même vu du haut T'étais niveau. entraîneur. Ouais, j'étais entraîneur avant. C'est quand même un gros retour aux études, Ouais. c'est cool, là. Mais ouais. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est que moi, je me suis dit, si j'entraîne l'élite, sûrement que j'aurais pas à gérer des déséquilibres. Parce que dans ma tête, l'élite avait pas de déséquilibre. Parce que s'ils sont capables de performer à ce niveau-là, ils sont nécessairement plus équilibrés que les autres. Ouais. Puis ça a été ma déception, je te dirais, qui a peut-être un peu déterminé le courant de ma carrière, c'est que quand je me suis rendu compte que des joueurs de la Ligue nationale de hockey avaient des déséquilibres, des Où tu fois, travaillais au niveau de la NH. Ouais. Alors, je le dis jamais parce que ça, moi-même, comment je peux te dire, ça a pas été ma clientèle préférée, puis Ouais. je trouve pas ça impressionnant en soi, dans le sens où c'est entre autres une question de contact. Oui, il faut que tu aies des compétences, mais c'est quand même beaucoup des contacts, puis je les avais développés. Tu sais, donc je trouve qu'il n'y a pas nécessairement une grande fierté à dire ça, c'est pour ça que je le dis jamais. Ouais. Mais C'est intéressant, ouais. c'est quand même que j'ai voulu tester ce que je savais. Tu sais, j'avais lu Mel Siff, j'avais étudié avec Charles Poliquin, j'avais quand même vu aussi Paul Check. Donc à l'époque, tu sais, toutes les tops, J'avais vu Paul Check, ouais. j'ai fait toutes les cours. Le tour, ouais, c'est ça. Functional Movement Street. Mais c'est long, Paul Check, là. C'est des années d'études, Ouais. ça part-là, ouais. FMS, j'étais au premier cours à Montréal de Gray Cook. Le Ah, premier. ouais. Avant ça C'est devienne, débile, ça, avant que ça hein? devienne quelque chose de gros, là. Ah, ouais. Ça fait, tu sais, pour dire que j'avais donné. Ouais. Puis, à partir de ce moment-là, je m'étais dit, OK, mais là, j'ai vraiment tous les outils, tu sais, plus correctifs, plus de performance. Puis, je trouvais quand même que, finalement, au niveau des résultats, il y avait des déséquilibres dont on se débarrassait pas. Puis, j'étais bien honnête par rapport à moi-même en regardant ça, assez pour dire que je me suis dit, bon, j'ai appris un paquet de techniques qui sont plus biomécaniques, plus au niveau des tissus, et la posturologie s'inscrivait dans un contexte, dans un courant un peu plus neuro, qui était finalement quelque chose qu'on n'avait jamais vu, Non, puis c'est j'inclus ça. là-dedans l'ostéopathie que j'ai faite par la suite. Ça fait que, ben, ça a changé complètement la façon dont je travaille jusqu'à ce jour. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille un peu plus d'un point de vue, je te dirais, motricité, pour aller chercher l'impact du système nerveux, en fait, sur le mouvement, au-delà de, t'as un manque de rotation externe, c'est charmant. Comment t'as découvert ça, l'ostéopathie? Pas l'ostéopathie, Ouais, c'est la posturologie, en fait, c'est comment- Yves Étier, qui est Ok. un posturologue. Tu sais qu'à l'époque, Charles Poliquin avait formé 3 personnes au Québec. Il les avait formées lui-même. Ouais. Il y avait Yves Étier, Paul Gagné et il y avait Marc Nadon. Ok. Marc Nadon, par un concours de circonstances, est devenu mon coach en bodybuilding. Quand il a vu que j'étais toute pété, parce que j'étais vraiment toute pété, on pourra mettre une photo sur la publication de Ah ouais. quoi j'avais à 25 ans. là. J'ai les épaules comme ça, c'est hallucinant. Ok. Ben, il m'avait référé à Yves. Il me disait, écoute, t'es croche, mais t'es vraiment super croche. Moi, niveau exercice, je peux pas corriger ça. Il faut que t'aies voir Yves, il est posturologue. Ouais. Puis tu sais, moi, en sachant très bien que ces gars-là avaient été formés par Charles, j'avais comme une confiance aveugle. Ouais. Puis ça m'a bien servi dans le sens où finalement, Yves, c'était carrément mon modèle, à savoir comment je voulais me développer. Donc, il était ostéopathe, faisait de la kinésiologie appliquée, posturologue. Donc, il mélangeait un paquet de techniques que moi, je connaissais pas, qui sortaient de Ouais. nulle part, mais il était finalement super innovateur. C'était en 2002, ça. Oh man, c'est malade ça. Ouais, ça fait quand même, tu sais, ça fait une couple d'années que je sais que ça existe, Ok. que je regarde comment ça fonctionne, puis que j'évalue, veux pas, l'efficacité relative de la posturo par rapport à d'autres méthodes, parce que j'ai pratiqué d'autres méthodes aussi. C'est quoi les bienfaits, mettons, de la posturologie en ce moment pour la majorité des gens? Mettons, t'as-tu une clientèle typique qui vient te voir? En fait, tu vois, c'est ça, j'ai un peu de tout. J'ai 3 Ok. bureaux très différents, donc on est au H2 en ce moment où j'ai quand même plus des sportifs. Ouais. Le jeudi, je travaille avec une dame qui pratique la méthode Padovan. Alors ça, c'est une technique Padovan. de réorganisation neurologique, mais pour des plus petits. Ok. Donc, j'ai une clientèle un peu plus jeune là-bas, entre autres. Puis le Quand même vendredi, diversifié, ok, ouais. ouais, puis le vendredi, j'étais avec une médecin spécialiste cardiologue qui est spécialiste en médecine fonctionnelle. Donc là où, entre autres, je peux avoir accès à des cas un petit peu plus compliqués. Ok. Donc l'idée, c'est un peu de baigner dans des environnements qui sont complémentaires et des environnements desquels j'apprends constamment au-delà de ce qu'on peut aller chercher dans les études ou dans les livres. Ouais. Puis au-delà de la posturologie en tant que telle, tu sais, tu m'as parlé des déséquilibres. Comment tu corriges ça? Comment est-ce que tu approches ça? C'est-tu un traitement manuel? C'est-tu... En fait, il n'y a aucune manipulation. Mais Ah vraiment, ouais? 0. Jamais je mets mes mains sur quelqu'un. C'est que c'est pas nécessaire. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on reprend avec un être humain comment ils ont appris à tenir debout entre 0 et 1 an. Il y a 72 mouvements qui devraient être intégrés entre 0 et 18 mois pour avoir accès à ces chaînes musculaires. Ok. La plupart des gens en Amérique du Nord, je te dirais, de par le contexte dans lequel ils ont grandi, c'est de pire en pire, hein, avec les tablettes, avec le Wi-Fi et tout, là. Ah Mais ouais. même Tu m'intrigues, t'es rendu 72, là, combien est-ce que les gens utilisent de chaînes? ben, écoute, 72 mouvements qui te donnent accès à toutes tes chaînes
musculaire. En fait. Donc là, l'idée, c'est à savoir que s'ils n'ont pas intégré tous ces mouvements-là, ils travaillent à ce jour sur des déficits. Alors oui, ils ont appris à tenir debout, mais avec des déséquilibres. Et ces déséquilibres-là, on les repère, dans le bilan postural, quand par exemple, on met les mains sur le bassin puis on fait, il y en a-tu un qui est plus bas que l'autre? C'est aussi simple que ça. En deuxième temps, je travaille ce qui s'appelle la motricité. Donc là, on implique le client dans un processus d'exercice. On lui donne 3 exercices qui durent maximum 5 minutes à faire par jour, qui reprennent l'essence des mouvements qu'il aurait dû intégrer entre 0 et 1 an. Alors, c'est pas un programme d'entraînement spécialisé. C'est vraiment, moi je vois ça plus comme un coaching d'entraînement que de la thérapie, là, bien personnellement, parce qu'au final, je fais aucune manipulation, je touche pas à personne. Pourtant, je l'ai appris puis je l'ai fait beaucoup. On demande aux clients de faire des exercices qu'on modifie à toutes les 3 à 6 semaines où on augmente le niveau de complexité pour les amener à être finalement efficaces sur 2 pieds. Puis j'imagine que c'est surtout des trucs justement d'équilibre sur 2 pieds qui sont donnés, j'imagine. En fait, il y a un paquet d'affaires. Mais tu sais, on va les faire ramper. On va les faire marcher à 4 pattes. On va les faire d'un côté puis de l'autre. Oui, c'est quand on parle des prérequis. C'est nice, ouais. Oui, ben on parle des prérequis puis on les fait dans le bon ordre. Alors, il y a des fois où c'est fait dans l'industrie où je regarde les mouvements, je suis comme, OK, c'est un bon mouvement, mais quand on apprend vraiment tout l'impact de ce qui est l'ontogenèse, puis comment la séquence des mouvements, on se dit, bon, ben ramper, c'est peut-être bien, mais il y a des choses qui viennent avant ramper. Peux-tu me donner un autre exemple, mettons des trucs que tu vois qui sont peut-être accélérés ou qui sont souvent mal faits dans l'industrie? Ah ben écoute, le bear crawl. Le bear crawl, en ce moment, dans les studios de CrossFit, c'est la grosse mode. Puis comme je te dis, moi, je trouve que c'est un très bon exercice. Je suis le premier à dire que je l'utilise, mais souvent avec un client, disons que je commence avec toi aujourd'hui, ça va peut-être prendre 5 mois avant que je commence à te faire du bear crawl. De par les prérequis que tu aurais à... C'est quoi, mettons, le premier prérequis ou les premières affaires? C'est tout l'aspect plus sensoriel. Déjà, si tu as un pied plus sensible. C'est bon, ça, ouais. Tu sais, parce qu'en fait, on parle toujours d'un système moteur, mais c'est un système sensorimoteur quand tu regardes vraiment le système dans son ensemble. C'est quoi la différence pour toi entre les deux? En fait, c'est que le moteur peut pas s'exprimer sur la base de rien. Ça prend du sensoriel pour nourrir le moteur au niveau du système nerveux central. Puis une des parties du sensoriel, c'est le tactile. Par exemple, tu as 2 pieds et quand tu nais, tu as des pieds qui sont hypersensibles. Et cette sensibilité-là est supposée diminuer avec le temps. Et si jamais tu as rampé plus avec un pied qu'avec l'autre, ben ça se peut que tu restes avec un pied un peu plus sensible. Ce membre inférieur-là va être à ce jour encore plus tendu, un peu pris en chaîne de flexion-rotation interne, ce qui fait qu'au final, ben quand tu veux faire des squats et des deadlifts, ça se peut que ça joue contre toi. Ça fait que l'idée, c'est de déceler. Parce que le pied est souvent, c'est pas l'articulation que le monde regarde en premier, tu sais, le monde ne font pas, genre, je regarde le pied. Ça intéresse pas grand monde. Tu regardes la hanche, tu regardes le genou, mais tu regardes jamais le pied ou la cheville, tu sais. On regarde, le genou tourne à l'intérieur, ça c'est grave. Oui, non, mais c'est vrai que c'est grave, mais en quelque part, c'est que ça vient souvent du pied. Ça vient de la sutalienne, en fait, là. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est que... Pour ceux qui écoutent, c'est quoi la sutalienne? La sutalienne, c'est l'articulation supérieure de la cheville qui permet les mouvements de rotation. Il était prêt à la question. Ce qui arrive, c'est que, après ça, c'est vrai que le genou, il nous embête parce qu'on trouve que le genou tourne à l'intérieur. Sauf que ben le genou, même en ostéopathie, c'est rarement une cause. C'est plus souvent l'adaptation. Donc ça peut capoter aussi d'un point de vue purement, j'adore ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant, d'un point de vue purement mécanique, ton genou, ça ouvre, ça ferme. Oui, il y a une légère translation qui est faite au niveau du genou, on s'entend, là, mais le fait reste que c'est une charnière, mon Dieu, là. Fait que si t'as un effet de rotation là-dedans, ça vient de ta hanche ou de ta cheville. Puis le monde, man, ils font exactement ce que tu dis. Le monde, il reste tout le temps collé sur le fucking genou. Mais parce que visuellement, c'est très attirant. C'est-à-dire que si t'es entraîneur, kinésiologue, si t'es spécialiste du mouvement, puis que tu regardes quelqu'un faire une fente ou un lunge, parce que je le dis pour les Français, malgré que... Ben, ils disent... Ils connaissent-tu lunge? Le monde dans le CrossFit utilise beaucoup les termes anglais. Oui, mais je pense qu'en France... pardon. Je pense qu'en France, ils disent... je pense qu'ils disent fente, si je me trompe pas. Ça se peut. Mais ils disent parking puis chewing gum. Ça l'a mêlé cette histoire-là, Il y a des mots, des fois, tu fais comme, ben, c'est pas vrai que c'est ce mot-là que vous utilisez. Même nous, au Québec, on est anglicisé puis on utilise le mot français pour désigner telle ou telle chose. Mais c'est des fentes, Mais le genou, c'est ça, c'est facile. Donc, tu sais, entre ce qu'on est habitué d'observer puis les causes, il y a quand même, il y a vraiment il y a une marge entre les deux. Ok, super. Puis, le monde de l'entraînement, je comprends le monde de la thérapie, je comprends l'idée que tu avais des déséquilibres, tu avais des trucs que tu voulais régler sur toi, mais l'entraînement, ça vient d'où pour toi? Ah, j'adore le bodybuilding. J'adore le culturisme. Moi, c'est... T'as écouté Pumping Iron. Moi, j'ai écouté Pumping Iron. Écoute, les blondes à l'époque, en fait, à savoir si j'allais vraiment sortir avec eux autres ou non, c'est que je leur faisais regarder le film. Puis, ça vaut du bon test, ça. S'ils tombaient endormis ou qu'ils étaient pas capables de le finir,
je savais déjà qu'il pourrait pas gérer le fait que je m'entraînais puis que je trouvais ça important puis je prenais ça au Ah, sérieux. ouais. C'est, en fait, le culturisme ou tout sport que tu prends sérieusement, ce qui arrive là-dedans, c'est l'apprentissage de soi. C'est vraiment le fait que tu viens qu'à apprendre qui tu es, puis tu viens qu'à dépasser tes limites. Puis moi, c'est parce que je suis un peu extrême comme personne, donc le bodybuilding, ça me sert très bien parce que c'est un sport extrême. C'est un sport très individuel aussi, puis je suis un peu plus du genre à vouloir faire mes trucs par moi-même. Ouais, parce que je m'en demande beaucoup, puis peut-être plus que les gens m'en demanderaient. Ça fait que c'est vrai que dans les sports d'équipe, souvent, j'ai pas trouvé que l'exigence était assez relevée souvent. J'étais peut-être pas de niveau aussi non plus pour, mais tandis que si je fais mes propres trucs, je suis capable d'être aussi exigeant que je veux être envers moi-même. Et à ce moment-là, c'est sûr que, bon, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça se traduit dans d'autres aspects de ta vie. C'était exactement la question que j'allais te poser. J'attendais de la reploguer. Tu sais, tantôt, tu m'as parlé de développement personnel, que ça se transfère dans d'autres choses. Plus précisément, t'entends quoi par ça? Ouais. C'est-à-dire que le dépassement de soi, si tu es capable de le vivre d'un point de vue physique, à savoir que en culturisme, à un moment donné, tu viens que t'as faim. Ouais. Tu viens que t'as faim, puis il faut quand même que tu sois productif, puis que tu t'entraînes, puis il faut que tu restes positif. Donc, je me suis toujours dit, si t'es capable d'être efficace quand t'es sous-nourri, surentraîné, ben imagine quand on te nourrit assez puis que tu t'entraînes un petit peu moins, ce que tu peux faire dans ta vie. Alors, c'est vrai que ça ramène un petit peu à comment tu gères le fait que tu es plus proche de la mort, finalement. mais ça fait capoter le monde qui regarde justement des photos de Mister Olympia, tu sais, en disant wow, ils sont tombés en shape, ils sont tombés en santé, tu sais. D'un point de vue, je suis comme je suis un bro de gym de fin de semaine. Moi, je regarde le gars sur un stage, je suis là, oh mon fucking dieu, c'est tellement malade, tu sais. Mais ce qu'il y a en arrière, la discipline, le travail, l'inconfort, proche de la douleur constante, tu sais. C'est malade que tu commences avec ça, puis la métaphore est folle, là. C'est genre, si t'es capable de te mettre dans cette condition-là puis de progresser quand même, qu'est-ce que tu peux faire quand ça va bien? C'est se mettre au défi. Je pense que les êtres humains, tu sais, si on se compare aux autres espèces, on est dotés d'une intelligence supérieure, c'est à n'en douter, à savoir comment on gère la planète. Puis, mais bon, on est capable de faire mieux qu'on fait en ce moment, ça c'est clair, on a les capacités pour. Puis je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de se mettre au défi puis de voir jusqu'où est-ce qu'on peut relever finalement ce défi-là, jusqu'où on peut se pousser. Et c'est vrai que je m'entoure de gens qui sont comme ça aussi. C'est ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'amis. Parce que finalement, c'est vrai que je suis très sélectif puis je trouve que c'est important de l'être si on veut accéder à des niveaux supérieurs, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit dans ta vie personnelle, le genre de relation que tu veux avoir, l'honnêteté que tu vas avoir avec ces gens-là, l'intégrité que tu vas amener. Donc, en quelque part, le culturisme, c'est quoi? C'est un peu tout ça, tu peux pas te mentir. Si tu triches sur ta diète, tu vas le savoir, ça va paraître. Il y a un certain respect de soi que t'amènes dans cette discipline-là que je trouve que tu retrouves pas nécessairement dans d'autres sports. Shit, man, c'est malade, ça. C'est vraiment cool. Tu sais, parce que jouer au hockey la fin de semaine, c'est cool, là. Mais je veux dire, tu tapes une bière après, moi, j'ai rien contre. Tu sais, tu vas travailler fort pendant que t'es sur la glace, puis ça se peut même que tu t'entraînes en conséquence. Mais écoute, le culturisme, moi, j'ai fait 3 compétitions quand j'étais plus jeune, donc tu sais, je sais quoi, là, à un moment donné, ça vient que c'est juste dans ta tête, là. Surtout dans les dernières semaines, puis à quel point est-ce que tu vas être capable de t'amener à l'autre niveau, puis à l'autre. Puis là, tu penses que tu seras plus capable, puis c'est là qu'il faut que tu t'assoies, tu respires, tu te dises, je m'aime, puis tu te remets à respirer, puis tu continues. Il y a un apprentissage de soi dans le fait, je te dis pas que je pense que tout le monde devrait faire un concours de bodybuilding parce que je le pense pas, mais je pense que tout le monde devrait vivre une expérience. La leçon de ça, je pense que tout le monde devrait passer par là pour peut-être se donner des compétences ou un espace qui serait vraiment intéressant à exploiter. Là. Puis tu sais, ça c'est malade aussi. Moi je trouve ça vraiment cool que tu amènes ça direct en partant. C'est vraiment cool que tu dis ça, c'est vraiment profond. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent dire oh shit, tu sais, mais au bout de la ligne, là, peu importe la méthode d'entraînement, que tu fasses du powerlifting, du crossfit, du bodybuilding, là, il y a cette pierre angulaire-là. Il y a l'idée de souffrir comme ça et de développer. Là, fait que je trouve ça vraiment nice que tu amènes avec ça. Juste pour retourner un peu, par exemple, au sujet de la posturologie. Plus concrètement, monsieur, madame, tout le monde qui écoute, comment est-ce que la posturologie, ça pourrait leur bénéficier dans d'autres sphères de leur vie? Tu m'as dit, tu sais, il y a des déséquilibres, il y a des choses, en fond, ça peut être problématique, ça peut-tu causer de douleur, ça peut-tu causer des diminutions de la performance? Comment est-ce que... Avec les athlètes de haut niveau, c'est vrai qu'on essaie de pas recalibrer pendant la saison active parce que même si on les améliore d'un point de vue biomécanique puis à la limite neurologique, s'ils sont pas habitués à ces améliorations-là, ça se peut qu'ils se trouvent un petit peu comme déphasés.
Donc, on essaie de le faire en saison morte. C'est pratique pour le Canadien, ça dure 6 mois. C'est une chose. Je t'avais dit que mes jokes étaient plates. Non, c'est bon, ça commence. Surtout quand t'es à Montréal, t'as comme pas le droit de dire ça, en fait. Là. Quand je tape mes Trois-Rivières, c'est ça. Moi, le Canadien, là. Sorry, là, c'est le monde, mais je peux pas dans le Canadien. J'ai une cliente qui tripe sur le Canadien. Je peux dire tout leur game, je peux dire s'il gagne ou s'il perd. J'ai une madame à 6h le vendredi matin, elle tripe sur le Canadien. Elle est capable de te donner les nouvelles. Ouais, fait que je suis au courant du calendrier de saison au grand complet, mais j'ai jamais écouté de maudit game depuis 2 ans. Apparemment, tu manques pas grand chose. Je prends pas le temps de faire ça, mais c'est vrai que je pense que tu manques pas grand chose. Mais, en fait, donc, tu vois, c'est bon un peu pour tout le monde parce que, tu vois, j'avais un athlète de haut niveau la semaine dernière en clinique, et puis c'était vendredi, en fait. Un top au niveau du CrossFit, là, il gagne des compétitions, là, très relevées. Ah ouais. Puis, au final, quand on regarde son portrait, tu sais, d'être humain au-delà de la compétition, ben finalement, il a mal au dos quand il est assis, puis il a de la misère à tenir debout et marcher toute la journée. C'est pas mal plus fréquent que le monde pense. Ça fait que tu te dis, OK, ce gars-là, je comprends qu'il est capable de faire des performances incroyables dans un sport très relevé, très difficile. Puis c'est tout à son honneur. Sauf que tu te dis, si comme être humain, il peut pas rester assis sans avoir mal au dos, puis que quand il marche longtemps, ça s'empire son problème, y a-tu pas quelque chose sur lequel on devrait travailler qui est un petit peu plus basic que de faire lever des barres plus lourdes tout le temps? On parle pas de faire des muscle-ups sur un rig en même temps que tu marches sur tes mains, on parle de pas avoir mal au dos quand de tu marches. marcher dans un centre d'achat. Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut être impressionné des fois par la personne qu'on a devant nous, puis on se dit, ah, mais oui, mais sûrement que, il y a peut-être plus rien à faire avec eux parce qu'ils sont tellement bons, ou ils sont tellement si, puis tu te rends compte que cette personne-là avait un déséquilibre des épaules puis du bassin un peu comme tout le monde. Ouais. Est-ce qu'elle a un peu plus de talent? Est-ce qu'elle a un peu plus de motivation que d'autres? Est-ce qu'elle s'entraîne plus fort que les autres? 100% d'accord avec ça. Mais c'est un peu comme une Formule 1, tu sais. Une Formule 1, c'est performant, mais quand c'est aligné, ça fonctionne encore mieux, puis le pilote peut faire le meilleur job. Ouais, c'est ça. Ma job, c'est un peu... Okay. Ouais, la posturologue pour tout le monde, c'est un peu ça. C'est d'aligner le châssis pour que après ça, si on veut pousser le moteur, c'est bon. Puis si on veut mettre un plus gros moteur, donc si on veut faire de la muscu, si on veut avoir des pneus avec des mags parce qu'on veut flasher au Centropolis à Laval, on est capable de finalement faire ça avec du style, avec de la classe, puis finalement, c'est que ça nous coûte moins cher parce qu'on est efficace. Ouais, c'est ça. OK, fait que dans le fond, est-ce que ces déséquilibres-là en soi peuvent causer des douleurs ou ça va tout le temps? Ça peut arriver, oui. OK. Ça peut arriver. Il y avait un rapport qui avait été remis ou émis dans un congrès orthopédique en Europe en 95, si je me trompe pas, c'était à Lyon, un congrès orthopédique. Ce qu'on avait remis comme rapport, c'était qu'il y avait une corrélation. Je sais bien que c'est pas du cause à effet, mais la corrélation était très significative entre les déséquilibres posturaux et 3 phénomènes. Les douleurs, la cessation d'activité et la prise de médicaments. Donc, à partir du moment où on a quand même été capable de faire une corrélation très significative. Ouais, prise de médicaments, douleur, la galette, là, il y a une corrélation. Ouais, tu vois. Les deux autres sont très intéressants. Alors, le fait que les gens doivent arrêter des activités, ça a été démontré, et le fait qu'ils ont des douleurs. Donc, finalement, ces 3 phénomènes-là, qui sont, veut pas, un peu interreliés, c'est quand même que le rapport qui avait analysé, par exemple, épaule, bassin dans le plan frontal, that's it, rien de compliqué. Finalement, c'est que plus les déséquilibres étaient importants d'un point de vue quantitatif, plus les gens avaient et des douleurs, besoin de médicaments et devaient arrêter les activités. OK, ça c'est vraiment intéressant. Je te dirais qu'en clinique, c'est pas mal ça que je vois. À la limite, je pourrais jouer le jeu à l'inverse. Les gens pourraient venir en clinique puis pas me dire pourquoi ils consultent. Ouais. Puis de par les déséquilibres et où ils sont les plus sévères, ça c'est... T'es capable de spotter ça quand même super rapidement. Je te dirais que dans les 5 dernières années, c'est quand même, Okay. C'est à la limite, on pourrait le faire comme ça. Maintenant, c'est vrai que quand les gens viennent, je les laisse parler parce que je trouve ça sympathique. Ouais. Puis ils veulent me dire pourquoi ils sont ici. Puis je pense que c'est correct. C'est juste. Au bout de la ligne, il y a une expérience humaine à Ben oui. Honnêtement, je prends 90 minutes avec les gens au début parce que je veux vraiment apprendre à les connaître, pour dire qu'on fait pas du fast-food, là. C'est ça. Ce qui est un problème dans le système actuel. On peut... Moi, je sais que c'est un problème assez ouvert, je te dirais. Ouais, puis tu l'as vu en plus, ouais. Tu sais, les gens veulent être écoutés, ils veulent être reçus, puis ils veulent être guidés. Ouais. Je pense qu'à partir du moment où un praticien fait ça, il peut facilement rester dans son champ d'activité puis quand même aider quelqu'un. C'est ce que je fais en posturologie, ouais. C'est ça, c'est vraiment nice. Au bout de la ligne, ça reste une expérience humaine. C'est vraiment, je trouve ça vraiment cool ce que tu dis, tu sais. Le monde arrive, mettons, puis les meilleurs clients que j'ai eu ou les clients qui restent avec moi depuis le plus longtemps, c'est pas normalement ceux que j'ai fait les meilleurs programmes. C'est pas eux qui ont eu les meilleures diètes, c'est pas eux qui ont eu les meilleures science de l'entraînement. Ouais. Tu sais, c'est des gens que quand ils avaient besoin de me parler, je faisais vraiment malade, puis j'écoutais, genre. Ouais. Tu sais, puis ça ramène à, ok, c'est con, c'est pas ça qu'on emploie, mais tu sais, au bout de la ligne, tu travailles avec des humains, que ça te plaise ou non. Ça fait partie ça, du jeu. Tu me dis, ouais, c'est ça. C'est encore plus vrai avec les enfants. C'est hier, j'ai mis sur Instagram un cadeau, la petite, elle a 6 ans.
elle m'amène une roche. La roche, moi, je l'ai vu! Mais tu sais, je veux dire, Une roche! ça a fait ma semaine. Tu sais, je sais pas si cet enfant-là comprend à quel point ça m'a rendu heureux parce que finalement, ce qui arrive, c'est un peu ce que je disais dans la publication, c'est il y a juste les enfants puis les vieux avec lesquels tu as à peu près toujours l'heure juste. Ouais. Parce que les enfants n'ont pas encore appris à mentir, puis les vieux, ils s'en sacent. Ouais, c'est ça. Entre les deux, il y en a qui jouent pas un jeu puis qui font attention à pas porter un masque, mais il y en a beaucoup aussi qui le font. Ça fait que c'est vrai que quand un enfant te donne une roche qu'elle a peinturée, en tout cas moi ma vie est complète là, tu comprends sincèrement là, c'est si t'as touché un être humain puis t'as créé un lien d'appartenance puis de confort, je pense qu'on est ici pour ça. C'est vraiment, je pense pas que c'est plus compliqué que ça en fait, ouais. Combien de café? Il est vraiment bon. il est pas pire, honnêtement, là. Je vais juste enregistrer ce bout-là, puis je vais envoyer ça à John, puis à Frank, tous qui sont comme ça. De même. Je me sens déjà plus fort. C'est parfait. Fait que, pour monsieur, madame, tout le monde, les athlètes qui consultent, c'est quoi les bienfaits d'aller voir un posturologue? Parce qu'on m'a parlé de ça donne une meilleure base pour t'améliorer après ça. Mais plus concrètement, ça ressemble à quoi? Donc, une meilleure efficacité dans le mouvement puis dans le non-mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Du non-mouvement. Ouais, parce qu'on parle souvent dans mon industrie du fait que les gens auraient de la difficulté à bouger comme ils veulent. Ouais. Mais la difficulté à ne pas bouger est à peu près jamais adressée. Et là, ben, tu sais, par exemple, des gens qui sont... Oh shit, j'adore ce que tu dis, c'est vraiment nice. Ouais. C'est puissant, hein, parce que finalement, on se définit toujours de par ce qu'on fait, rarement de par qui on est, puis on devient un peu plus qui on est, je pense qu'on est capable de ralentir, puis comme de fait, je pense qu'il y a des gens qui sont pas capables parce que justement, de pas bouger, ils sont pas capables de le faire. Alors, tu sais, qui on devient au final, puis qu'est-ce qu'on projette dans l'univers, je pense que ça a énormément rapport avec notre système postural finalement. C'est dur, man, d'arrêter. C'est dur de prendre une seconde, puis juste te ramener, puis tu sais, il y a une citation qui est... Oh man, je pense que je veux pas massacrer ça, mais je pense que c'est le médecin de Tony Robbins, mais je suis pas sûr, qui dit que si t'es pas capable de prendre, mettons, 10 minutes ou 5 minutes pour méditer, t'as besoin d'une heure, genre. Ouais. Et c'est vraiment cool ce que tu dis, tu sais, faut que tu prennes le temps d'arrêter, ça c'est révélateur aussi. Parle-moi plus de ça, s'il te plaît. Ben, il y a Arnold, en fait, qui a dit, puis c'est Charles Poliquin qui en parlait dans une conférence qu'il a donnée, là, peu de temps avant sa mort, qui disait que, en fait, non, c'était dans son podcast avec Tim Ferriss. Ouais. Puis Charles disait, Arnold a essayé de méditer, puis après 5 minutes, il s'est dit, ouais, c'est parce que ce feeling-là, je suis capable de le recréer n'importe quand, donc j'ai pas vraiment besoin de méditer. Alors ça, c'est pour te dire à quel point il y a des gens qui réussissent à avoir une certaine maîtrise de soi ou des éléments ou un mélange des deux, là, c'est quand même assez impressionnant. Il y a du monde comme moi, TDAH, qui court partout pis qui boivent 4 cafés par jour. Ouais, ben écoute, juste, man. Tu retrouves ton équilibre dans le déséquilibre. Mais il y a pas, tu m'as dit tantôt qu'il y avait pas d'équilibre, fait que tout est beau, c'est... Non, ça existe pas, en fait. Il y a une couple de choses comme ça. Le contrôle n'existe pas, donc tu sais, quand on parle de contrôle... Le contrôle n'existe pas, en fait. Quand tu regardes d'un point de vue neurologique, t'es toujours en système de gestion. Alors, à partir du moment où les gens utilisent le terme... Ouais. Alors, c'est vrai que ça change ta vie, ça. Non, ça fait ça, là. Ouais, parce que les gens vont souvent, à tort, vraiment à tort, parler du fait qu'ils aimeraient contrôler ci ou contrôler... Et s'ils le disent pas, ils le pensent. Et c'est vrai que je pense que ça rend beaucoup de gens malheureux, tout ça. Parce qu'au final, quand tu regardes un peu les processus neurologiques qui nous permettent de vivre, déjà, c'est emprunté, au départ. Ça fait qu'il faut déjà avoir une certaine humilité, je pense, par rapport à ça. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est emprunté? Ben, on va mourir. Donc, on n'a pas la possession de ce système-là. Il nous appartient pas, en fait. Non, c'est clair. Et s'il nous appartient, on le contrôle définitivement pas. Donc, il nous appartient temporairement. C'est un véhicule. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai un respect immense pour ce véhicule-là parce que je me dis, il nous permet de vivre des expériences qui vont faire notre vie, en fait. Et la façon dont le cerveau va interpréter l'information, ben, c'est un peu ce qui va nous permettre d'agir avec nous-mêmes puis d'agir avec l'environnement. À partir du moment où la personne a un déséquilibre postural, faut comprendre qu'elle a un déséquilibre global. C'est cette personne-là, en fait, elle est déséquilibrée. Et je dis pas ça péjorativement, parce que de toute façon, l'équilibre absolu n'existe pas, donc la perfection n'existe pas non plus. Alors, on n'est pas en train d'enligner pour dire il faut que tu sois comme ça. Ouais. On est en train de dire si tu peux avoir moins d'adaptation, si tu peux choper des déséquilibres, si tu peux t'améliorer, et ça passe par le fait moteur. Ouais. Tu vas juste être une personne plus épanouie qui fait des choses plus efficacement, puis tu vas être plus heureuse, en fait. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de transmettre aux gens. Ok, ouais, c'est hot ça. Ouais. Je vais pas fucking blown, man. On peut parler d'épaules qui sont croches, mais en fait, c'est que... C'est hot, Mais ça revient à dire ça. Parce que,
Ben, tu le sais, tu as deux hémisphères au niveau du cerveau. Les deux hémisphères sont responsables de différentes fonctions. Ouais. On peut même en déduire jusqu'à un certain point des traits de personnalité. Eh ben, ce sont des deux hémisphères qui créent la posture. Donc, quand tu as un déséquilibre postural, tu as un déséquilibre cérébral. Ah ouais. Maintenant, c'est fonctionnel. Mais Ouais, c'est pas nécessairement que... pathologique. Là, Non, en fait, ça l'est pas. Ouais. Parce que si c'était pathologique, les posturologues s'en occupent pas. Ouais. Dans le sens que ça nous appartient pas. Nous, on traite, on travaille sur du fonctionnel. Ouais. Donc, déjà, il faut, dans un monde idéal, que le client ait reçu, ou en fait, une notice pour dire t'es prêt à entreprendre un programme d'activité physique parce que ça va être ça, en fait. Ouais. Mais tu sais, je sais que j'ai une des raisons aussi qui avait achevé parce que je viens, comme je te dis, c'est quelque chose, c'est un moule que j'essaie de me sortir. Je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Je viens du monde très, très conventionnel de la santé. Mm-hmm. Dans le fond, j'ai progressé quand même beaucoup dans le système d'éducation conventionnelle. Je suis en doctorat, j'ai comme pas mal monté la plus haute marche que je peux aller chercher. Tu sais, il y a une méfiance super prononcée envers les autres professionnels alternatifs. Puis tu sais, c'est un move que j'essaie, c'est de casser ça justement parce que je pense que c'est un gros problème, comme tu le dis, tu sais. C'est comme, ok, c'est pas pathologique, mais le fait que c'est pas pathologique, ça veut pas nécessairement dire que ça permet de vivre optimalement, tu sais. Mais déjà, l'optimal intéresse pas beaucoup de gens. Exact, ouais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça intéresse les gens qui sont en performance. Donc, les formateurs physiques, les coachs, comme je te disais en France, les gens qui ont la licence TAPS, les entraîneurs, les kinésiologues au Québec, les entraîneurs. Mais finalement, c'est ça, ce sont ces gens-là qui sont intéressés par la performance. Et la performance avec un P majuscule, pour moi, comme tu peux voir, c'est assez inclusif. Ouais. Donc, il y a l'aspect moteur, il y a l'aspect cognitif, puis il y a l'aspect émotionnel aussi. Et je peux plus les séparer parce que quand tu regardes les projections du système sensoriel sur le cerveau, entre autres, si on regarde le cortex préfrontal, et le cortex préfrontal, c'est la zone la plus antérieure de ton lobe frontal. C'est non seulement celle qui va initier le geste, donc c'est la seule zone non motrice du lobe frontal. Aussi? Exact. Et c'est celle qui gère les émotions, c'est celle qui t'organise, c'est celle qui planifie, c'est celle qui développe des stratégies, c'est celle qui la langue. Ça fait qu'à partir du moment où on sait qu'on a en posturologie des afférences, des projections qui vont se rendre jusque sur le préfrontal, alors je te dis pas qu'on... c'est-à-dire qu'on améliore. On améliore le sort des gens à peu près à tout coup. Dans certains cas, plus que d'autres. Il y a des fois aussi où on réussit pas à faire grand chose. C'est très individuel, c'est très multifactoriel aussi. Donc la posture il est pour quelque chose et c'est une composante que tout le monde a à gérer. Ouais. La question que je pose souvent quand je suis en symposium pour donner un peu l'heure juste aux gens, à savoir à quel point c'est important puis c'est peut-être pas discuté, je leur demande qui ici peut tenir debout toute la journée sans douleur. Et j'ai eu la chance de le faire devant 250 personnes récemment au Sommet québécois du leadership conscient à Montréal avec mon bon ami Stéphane Leblanc. Il y a peut-être 2 personnes qui ont levé la main sur 250. Donc, je leur ai dit, puis j'ai ouvert la conférence comme ça, j'avais 8 minutes. Ouais. Je leur ai dit, vous savez, ce qui arrive, c'est que si vous avez de la difficulté à vous tenir debout, vous allez vous tenir pour quoi? Et vous allez vous tenir pour qui? Et à partir de ce moment-là, je pense que les gens se rendent compte que finalement, c'est peut-être un obstacle majeur. C'est fou, ça. Ouais. Parce que, tu sais, on est toujours prêt peut-être des fois à se laisser de côté, nous. Mais on a des enfants, on a une blonde, on a des collègues de travail pour qui on ferait peut-être tout. Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, mais t'as piqué ma curiosité, puis je suis juste pas capable de débloquer dans l'affaire. Tantôt, tu m'as parlé de posture, t'as dit que t'es capable de séparer le système postural du système émotionnel, du système sensoriel, je pense. En fait, il y a 3 faits qui font d'un être humain quelque chose qu'on peut observer. Il y a le fait moteur, cognitif puis émotionnel. Ok, c'est ça. Tantôt tu m'as dit ces choses-là, puis tantôt tu m'as dit je suis plus capable de les séparer, fait que les 3 ont un certain lien. Es-tu capable de faire certains liens entre certaines postures ou certaines émotions? 100%. En fait, ça a été prouvé. Il y a une professeure de Harvard qui est Amy Cuddy qui a fait un super TED Talk sur ce sujet-là et elle a analysé en laboratoire testostérone, cortisol après avoir demandé à des sujets d'adopter l'une de 2 postures ou des postures qui sont de puissance ou des postures qui sont de faiblesse. Alors, en regardant le royaume animal, c'était pas très compliqué. Une posture de puissance, entre autres, c'est quand on lève les bras au-dessus de la tête. Et une posture de faiblesse, c'est quand on se recroquevillait sur soi-même. Et si j'ai un chest gros comme lui de Jacob Hamel, moi, puis je suis pas capable de lever écoute, ben là, qu'est-ce que je fais? C'est un beau problème. C'est un beau problème à voir, là.
C'est pas tout le monde qui a un chest comme Jacob Hamel. Il y a des filles même qui sont jalouses, tu sais, c'est vraiment problématique. Ah ouais, moi aussi, sérieusement. Les chess à Jacob Hamel. Je suis venu ici, je fais 2 heures de charge juste pour pouvoir dire ça dans un micro. Ça valait ça, puis bon, ça valait vraiment un coup. Il y avait quand même 3 personnes qui t'avaient demandé de le mettre sur le podcast. Mais c'est vrai qu'il était écœurant ton café, honnêtement. Merci. Moi, j'ai demandé si je peux pas être influenceur, moi, c'est clair, parce que... J'ai vraiment de misère à me définir comme un influenceur. C'est un terme ça m'horripile. Ah ouais, solide, là. Mais il faut être de son temps. Puis tu sais, moi je regarde ça puis je me dis, on peut facilement critiquer des phénomènes plus récents parce que souvent quand un phénomène débute, c'est chaotique. Ouais. Tu sais, c'est comme ça pour toute innovation. Après ça, ce qui arrive, c'est que... Ouais, j'aime ça. Ouais, parce que il y a toujours, quand quelque chose débute, comme une effervescence un peu folle, c'est un peu comme l'amour, tu sais. Ouais. Tes 2 premières années ou ta première année de relation avec une fille, tu peux comme pas vraiment faire de bêtises puis elle non plus. Il y a cette folie-là, il y a cette effervescence-là, puis c'est cool, puis c'est beau en soi. Mais les influenceurs, on est là en ce moment, on est dans la phase de la lune de miel. C'est-à-dire que ça, c'est chaotique. Et ça va s'organiser, et ça va se professionnaliser, tout ça. Et il y a une sélection naturelle qui va se faire, où ceux qui mettent vraiment du temps, de l'argent, puis de l'énergie, puis il y en a, puis qui font une meilleure job que les autres, ben eux, ils vont être là, les autres ne seront pas. Tu sais, en entraînement, là, c'est un peu la même chose quand je regarde. Il y a une sélection naturelle. Il y a une sélection naturelle, puis il y a de plus en plus d'entraîneurs, et moi, je vois ça comme étant parfaitement correct dans le sens où si ça intéresse des gens. Mais après ça, il y en a qui vont dire, ouais, mais il y a plein d'entraîneurs sur Instagram qui vendent des programmes à 20$, puis ils sont super fâchés de ça, puis je suis comme, dude, si tu fais une bonne job, là, et que tu continues à bâtir ton branding, ta reconnaissance, ben, je veux dire, moi, en tout cas, je sais que j'ai 40 ans, puis ça n'a pas toujours été comme ça, mais je suis à un point dans ma vie où je me compare jamais avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. À tort ou à raison, là. Mais tu sais, man, c'est comme ça m'intéresse pas. C'est tout le temps fucking ça. Le monde arrive et ils disent, mettons, j'ai enseigné à des kids, là. Tu sais, ils disent tout ça. Et comment je fais pour compétitionner avec les gars qui vendent des programmes à 20$? Comment on fait pour compétitionner avec les entraîneurs? Tu sais, tu peux devenir entraîneur en une fin de semaine, c'est super accessible pour une semaine. Mais pourquoi tu focus sur ces trucs-là? Tu devrais même pas y penser. Ça devrait même pas être dans ton radar. T'as fuck all le contrôle sur ça, même si tu veux le faire. T'sais. De toute façon. C'est-tu sur quoi t'as un contrôle? Faire une bonne job. T'as dit ça, t'as un fucking contrôle là-dessus. Ouais. Tu sais, pis je trouve ça malade que tu pars avec ça, c'est vraiment intéressant. Dans tous les domaines, dans toutes les activités, Arnold, c'est jamais comparé à personne. J'aime beaucoup Arnold. On aime tout Arnold. C'est comme... Je cherche le poster des... Oui, les 5 règles. 5, je pensais que c'était 7. Il y en avait peut-être 7, ouais. Mais les règles d'Arnold. Ouais. Je me cherche le poster de ça pour faire ça dans mon gym. Je veux ça, là. Je veux. C'est parce qu'Arnold, ce qui arrive, c'est qu'il était pas supposé devenir Arnold. Ouais. Il avait tout contre lui. Il avait tout contre lui et il a réussi à faire plus que ce que quiconque avait pensé qu'il pouvait faire. Il deviendrait président, il a juste pas le droit légal. Mais sûrement qu'il serait élire président des États-Unis. Si on réussit à élire Trump, ça serait un républicain un peu plus modéré quand même. Mais tu sais, il a fait tout ce que les gens pensaient qui était impossible et toutes ses faiblesses sont devenues ses forces. Il y avait un nom imprononçable. Il est quand même devenu numéro 1 au box-office. Il y avait un accent de la mort. C'est ce que les gens ont recherché. Donc, je pense que c'est une belle leçon pour quiconque qui se dit, est-ce que je peux ou pas réussir? Regarde ce que Arnold a fait. Regarde les photos les plus anciennes que tu peux trouver. Puis, je veux dire, à partir de ce moment-là, si tu penses que toi, tu peux pas, c'est parce que je pense que t'as pas compris le message, tu sais. Mais tu sais, c'est vraiment fou, ça, parce que c'est comme quelque chose que tous les bros de gym ont en commun. Genre, un amour fou pour Arnold, tu sais. Moi, toi, Jacob, tu sais, même, je prends un exemple que les gens pensent pas souvent, qui est de mes grosses influences, qui est Maxime Saint-Onge, je Oui, absolument. Maxime, tu vas en bas, Maxime, il y a sa bibliothèque comme Never Ending, dans le labo en bas. Je peux juste imaginer. Ah, man, il y a juste tellement des livres partout. Puis pas le premier livre, mais si je me trompe bien, il y a sa première étagère en bas, en blanc. Gros fucking livre. L'encyclopédie. L'encyclopédie d'Arnold. Moi, j'avais la version Je me rappelle, j'étais en voyage avec mes parents. Moi, je lisais beaucoup. Quand j'ai commencé à aimer l'entraînement, j'étais pas bon à l'école puis je m'en foutais, mais quand j'ai commencé à vraiment triper entraînement, je lisais tout ce qui se faisait. Puis la Bible d'Arnold, la version que j'avais, moi, était beige. Puis écoute, je me rappelle. Elle était beige, ouais. Tout a eu la nouvelle, ouais. Ouais, moi, blanche. L'original était beige. Écoute, puis je te jure, on était en voiture parce que tu comprends, on voyageait, on allait à Wildwood, j'imagine.
C'était hot, Wildwood, je l'ai Dans le temps, c'était vraiment Ouais, de shit, là. il y avait les arcades, là. C'était Dans écœurant. ce temps-là. Ouais, c'était vraiment Il y écœurant. avait les arcades. Le nombre de fois que je me suis promené dans le char avec mon surligneur, tu sais, surligner l'encyclopédie d'Arnold pour être sûr que tu... Oh yeah! Oh yeah! Puis après ça, se faire un résumé sur ton ordi pour être sûr que t'as fait, tu sais, vraiment le condensé. Écoute, j'ai fait ça avec tous les livres que j'ai lus, puis un de mes bons chums, Gab, va te le dire, là, parce que j'ai remis certains résumés. Il y a des livres que j'ai résumés 3 fois pour être sûr que je manquais rien. Okay. Ça fait que c'est vraiment une obsession, puis tu sais, un vendredi soir que ma femme sort avec ses chums de filles, là, je trouve ça qu'une cop, j'étudie, puis je suis bien content. Tu sais, je suis pas associable, mais que moi, proche, la connaissance m'obsède, c'est la chose qui me rend le plus heureux, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, puis après ça, de le traduire, de le transmettre, de le communiquer, puis de faire vivre ça à mon client dans le sens où finalement, il faut que ça donne quelque chose de concret au final. Si je vais te demander, c'est quoi le lien avec transmettre la posturologie ou comment tu te transmets ça, mettons, à un client, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? C'est les gens fonctionnent avec des déficits qui leur permettent pas d'être qui ils devraient être et qui ils pourraient être. Et ça, je trouve qu'au niveau humanitaire, c'est horrible. Qu'est-ce que tu entends par ça? C'est-à-dire que on regarde les problèmes actuels qu'on a dans le monde aujourd'hui, puis je me dis que si on avait des gens avec un cortex préfrontal plus allumé, on trouverait peut-être des solutions, puis on serait plus empathique. Tout ça en même temps. Puis quand tu peux trouver des solutions à des problèmes, puis que tu peux avoir de l'empathie, j'ai l'impression qu'il y a bien des problèmes qui se régleraient assez vite. Et puis tout ça, c'est du préfrontal. C'est hot, ça, ouais. Ouais, tu comprends? Donc j'ai vraiment comme une optique sociétale dans le travail que je fais. C'est Ouais. sûr que ça paraît pas quand je rencontre quelqu'un, peut-être personnellement, parce que eux savent pas ce que j'ai en tête. Mais à partir du moment où tu amènes un être humain à sexualiser, le potentiel des conséquences sont illimitées. C'est malade. Cette personne-là peut vivre mieux par rapport à elle-même. Elle peut mieux travailler dans sa communauté, elle peut offrir aux autres davantage. Elle a plus de patience. Déjà, juste avoir plus de patience, parce que toi, tu te gères mieux, que tu es moins symptomatique, tu as plus d'équilibre, tu as plus d'aplomb. Et des études font le lien direct entre un trouble de l'équilibre et l'anxiété. C'est ça qui est malade. C'est là que la métaphore de l'entraînement ou de la santé devient tellement puissante. Ouais. C'est un vecteur pour mieux vivre. Et je suis une John McQueen, je m'assume pleinement en disant que je suis une reine du drame et que je suis très bon pour en mettre beaucoup. Ouais. Mais le fait reste que c'est ça, tu sais. Ouais. J'adore ce que tu dis, ça va dans cette optique-là, je trouve ça vraiment nice, tu sais. Ouais, c'est un travail d'humilité puis d'amour, en fait, je te dirais. Les gens, tu sais, je me lève à chaque matin, puis je me dis, je vais aimer les gens. Je pars avec cette idée-là en tête. Moi, je me lève à chaque matin, je me dis, fuck ouais, mon café. Mais je le dis souvent juste après. Mais j'essaie de commencer avec, je vais aimer les gens, je vais aimer les gens, je vais aimer les gens. Je me le répète toute la journée. Voilà. Puis là-dedans, je vais m'aimer moi aussi parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que même si je voulais faire autrement, aimer les autres, ça passe par le fait que tu t'aimes toi-même. Puis ça, c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai réussi. Puis c'est juste dans les dernières C'est semaines. horrible, ça. Est-ce que je peux te donner un refill? Ouais, absolument. J'ai eu des coachs en développement personnel puis en affaires qui, il y a 10 ans, m'avaient dit, à un moment donné, il va y avoir que tu t'aimes. Puis ils avaient vu le potentiel que j'avais, ils avaient vu que j'avais cette fougue. Puis un en particulier, Rock Thomas, je vais le nommer parce que Je connais pas. Rock Thomas, c'est une sommité mondiale du développement personnel, c'est un ami personnel de Tony Robbins. Ah ouais? Ouais, puis tu vois, il a fait un Goldcast il y a pas très longtemps qui a été vu là, par des millions de personnes. Là, c'est vraiment une... Ah ouais. Je connais pas, je vais C'est un gars de Montréal, c'est un top, là. Ah ouais. Et puis Rock m'avait dit, comme il était client là, dans mon bureau, là, puis je savais déjà c'était qui. Donc, j'étais très honoré qu'il vienne me voir, tu comprends? Ouais. Puis il m'avait dit, tu sais, un moment donné, Mal, voir tu t'aimes. Puis ça m'avait frappé, puis écoute, ça a pris 10 ans. Mais ça a resté dans ma tête pendant à peu près 10 ans, ce qu'il m'avait dit. Puis ça a pris un autre mentor qui est Stéphane Leblanc pour m'amener là. Puis d'autres que j'ai eu entre-temps, Rose, entre autres, une de mes bonnes amies. Ça a pris beaucoup de monde pour m'amener à un point où... Puis tu sais, ce sentiment-là dont tu parles, que tu as toujours l'impression que tu cours, là. Ouais. Moi, je sais que je ressentais ça parce que je me fuyais, en fait. Et donc, ça m'empêchait pas d'être super productif, ça m'empêchait pas d'être vraiment bon avec le monde, puis de développer une carrière que je considère qui est, je te dirais, dont je suis fier, en fait. Ah ouais. Mais je pense que tu as beaucoup de raisons d'être fier de ta carrière aussi, qu'est-ce que tu as fait. Mais je l'ai faite en courant. Ouais. Puis je te dirais que pour les 40 années qui me restent peut-être à vivre, si tout va bien, là, j'aimerais ça continuer à évoluer puis à développer tout ce que j'ai fait, mais en respirant,
Puis ça commence avec le fait, comme je te dis, que quand je me lève, je me dis, je vais aimer le monde aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que ça change ton rapport avec tout l'univers, en fait. Man, c'est malade parce que ça ramène à pour quelle intention tu fais ça. Puis c'est peut-être moi qui fais des parallèles boiteux en entraînement, je suis très coupable de faire ça tout le temps. Mais tu sais, le fait reste que la majorité des gens, quand ils vont entreprendre des changements, que ce soit en entraînement, en alimentation, il y a, je sais pas comment l'appeler, mais tu sais, ce désir-là que tu parles en arrière, tu sais, il y a cette rage de courir après quelque chose, puis l'intention est super négative. Tu sais, c'est pas quelque chose de bénéfique, comme tu peux vraiment juste respirer puis chiller. Puis j'adore ce que tu me dis, puis là, c'est là que je fais le lien avec ce que tu m'as parlé de posturologie, tu sais, l'idée, la base que man, si t'es capable de juste être plus balancé et être plus équilibré, c'est capable juste d'amener une personne à vivre mieux. Man, si tu veux changer le monde, commence par changer une personne. Là. Ça va être un très bon début. Là. Ça fait qu'après ça, ce qui arrive, c'est que, tu sais, oui, j'en vois 10 par jour, mais je suis jamais fatigué à la fin de la journée. Dans le sens où, tu sais, j'ai une fatigue comme normale, mais quand tu considères le terrain psychologique sur lequel tu t'investis avec ces gens-là. C'est drainant la thérapie. C'est quelque chose que le monde ne réalise pas. Que moi, je pense que j'aimerais. Tu sais, il y a probablement pas ces gens-là qui écoutent, mais tu sais, ce que les professionnels conventionnels de la santé ne considèrent pas, c'est que tous les thérapeutes alternatifs, qu'il y en a l'autre, il y a un engagement super profond qui est fait avec le patient, beaucoup plus que eux le font normalement. Fait que, tu sais, on se l'offre, en fait. On se l'offre de par les modalités de travail, c'est-à-dire que, bon, tu vois, moi, les suivis, moi, je vois un client toutes les 3 semaines, hein, d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Alors, toutes les 3 semaines, le client, il sait qu'il est soutenu, il sait qu'il est, il est guidé, et il est aimé, en fait. C'est ça, il est important pour toi. Mais c'est important, cette affaire-là, tu sais, c'est comme... On commence à le dire de plus en plus en médecine. Moi, il y a une des pages Facebook que je suis de proche parce que j'aime tout ce qui est neuro, qui est l'Association des neurologues du Québec. Ils ont une super de belle page Facebook, et qui est très bien balancée, je te dirais. Et entre autres, une des publications qu'ils ont mis en ligne récemment, c'était que les médecins manquaient d'empathie. Et que d'après eux, ils devraient en avoir plus. C'était ou un rapport ou une étude. Évidemment, ils mettent des trucs très sérieux, là, ça se respecte, là. Mais c'est pour dire que je pense que même le corps médical se rend compte qu'au final, un être humain, c'est pas juste... bonne chance pour robotiser le corps humain. Bonne chance, ça fait que c'est sûr qu'à partir du moment où... En tout cas, moi, je suis tout cœur avec les médecins parce que souvent, moi, ceux que je connais veulent vraiment faire un bon travail. Ils ont souvent pas les dispositions pour le faire, dans le sens où on leur donne pas beaucoup de temps avec le patient. Puis, ça c'est horrible. Moi, c'est un truc qui me fait capoter aussi à chaque fois. Puis là, on parle de trucs qui sont pas corrects, le système de santé conventionnel, mais tu sais... Come on, bro. Tu vas vraiment bitcher la profession médicale, là. Tu sais, oui, t'as une couple de douchebags là-dedans qui sont là pour les mauvaises raisons, mais c'est absolument nécessaire, mon Dieu. T'as du monde là-dedans, là. Moi, j'ai une couple d'amis qui sont médecins qui saignent pour leurs patients, là. Tu sais, il y a un désir tellement profond d'aider la personne. Fait que tu peux pas juste faire tous les médecins sont des douchebags puis le problème de santé, la faute des médecins. C'est pas comme ça, là, tu sais. Ça marche pas comme ça. Il y a des individus derrière les titres. Puis les titres, c'est important parce que ça donne une compétence. Puis je suis le premier à dire que bon, tu sais, mon coach en nutrition, c'est Vincent Comtois. Pourquoi? Ben, entre autres parce qu'il y a certains titres, mais au-delà de ça, il y a des compétences. Puis il y a une connaissance. Mais, donc, c'est vrai que je recherche ça moi-même comme client. Puis j'ai un endocrinologue, ben tu sais, je veux qu'il soit vraiment endocrinologue, je veux pas qu'il me dise qu'il a fait 3 cours de fin de semaine puis que c'est quoi la thyroïde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais au-delà de ça, c'est vrai que si j'aime retourner le voir, mon endocrino, parce qu'il est vraiment top, là, c'est parce qu'il est vraiment, vraiment nice, tu sais. Ça rappelle tout ce qu'on dit, tu sais, c'est humaniser toutes ces affaires-là. Je trouve ça vraiment cool. Ça veut pas dire qu'il parle beaucoup, mais il est juste, comment je pourrais te dire, il est à l'écoute. Puis t'as l'impression que quand tu sors de là, que finalement t'as été reçu. Déjà, si on peut juste faire ça pour les gens, honnêtement, là, juste leur donner le feeling d'être reçu. Après ça, je pense qu'on peut faire des choses merveilleuses. C'est une merveilleuse façon de finir. Mathieu, c'est vraiment très cool. Merci énormément. Merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment très nice. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Écoute, mon site web, c'est peut-être la référence la plus évidente. Donc, c'est... M-A-T, Matt, en raccourci, Boulay, B-O-U-L-E.com. Tu as aussi Facebook, Instagram. Matt Boulay, Mathieu Boulay sur Facebook et Instagram. Mathieu Boulay sur Facebook, puis Matt Boulay sur Instagram. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu donnes une formation le 1er décembre à Montréal avec Paul Gagné sur la posturologie. Je suis tellement honoré. Ben, Paul Gagné, ça a été un de mes formateurs en 2002 quand j'ai fait mon premier cours de posturologie, que je comprends absolument rien. Que j'ai invité sur le podcast d'ailleurs. C'est juste parce qu'il est occupé, mais je suis sûr qu'il va te dire oui. Mais non, Paul, écoute, Paul, c'est une sommité mondiale qui a eu du succès avec des athlètes de haut niveau en utilisant entre autres la posturologie puis d'autres méthodes. Et puis